révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire. Bonjour et bienvenue sur Congo d'Excellence. L'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a dit, on vous le répète, à chaque émission, Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Eh bien, sachez que ces valeurs sont au centre des clés et de secrets de la réussite comme du succès. Et à chaque émission, comme nous le faisons d'habitude, nous allons les décrypter ensemble. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence qui attend la République démocratique du Congo aux horizons 2030. Et soyez toujours les bienvenus, toujours aussi nombreux à nous rejoindre au cours de nos différents débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence. Eh bien, je profite de ce 17e numéro pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et bien sûr, cela témoigne de la soif d'élévation du peuple congolais. Et bien sûr, grâce à votre attention ainsi qu'à votre engagement, l'horizon de notre futur s'éclaircit de plus en plus chaque jour. Eh bien, vous pouvez être très fiers de vous, cher peuple congolais. Évidemment, Christelle, lorsque tu parles de fierté nationale, je ne peux m'empêcher de penser à notre invité. S'il est, lui, beaucoup trop simple pour être fier, son parcours, ses valeurs font de lui un véritable modèle de référence et une source de fierté nationale. Pardonnez mon manque d'humilité. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, nous sommes évidemment sur la place des évolués. Alors, avant de découvrir le portrait de cet invité, nous allons bien sûr saluer nos intervenants à qui déjà je souhaite la bienvenue sur ce plateau de Congo d'Excellence. Ces intervenants sont, on le redit encore, les représentants de la jeunesse congolaise à laquelle cette émission est particulièrement dédiée. Et enfin, je salue aussi notre très cher public Nathalie qui, à chaque émission, nous a toujours accompagnés d'un soutien indéfectible. Eh bien, soyez les bienvenus. Les civilités ayant été partagées, nous pouvons à présent démarrer notre émission et partir à la découverte de notre invité, un personnage certes encore relativement jeune, mais déjà très accompli. Ainsi mérite-t-il le titre de sage, mais cela nous allons vous laisser en décider après avoir suivi l'ensemble de cette émission et je vous propose de démarrer ce voyage avec son portrait. Suivez. Alain Kahacha est à 42 ans, l'actuel directeur général de la société de télécommunications RTL. C'est donc bien évidemment un homme de charisme ayant une certaine vision de la réussite ainsi que des ambitions claires. Mais Alain, qui est marié à Rachel depuis 15 ans et dont il a 3 enfants, Imani, Johari et Laïni, est d'abord et avant tout un homme de valeur qui sait donner de l'importance aux êtres qui l'entourent. En plus de la générosité et du leadership qui caractérise Alain, vous pouvez ajouter l'humilité. C'est quelqu'un qui est très grand et qui sait élever les autres. Et en élevant les autres, il s'élève lui-même. Mais il n'en prend jamais la grosse tête. Il n'est pas dans des excès, il n'est pas dans des folies, mais il sait ce qu'il veut et il respecte vraiment tout le monde. Je crois que ce qui est important chez Alain, c'est qu'il a fait de l'équité, de la justice dans l'entreprise, de la recherche de l'efficacité, de l'objectivité dans le traitement du personnel, une véritable religion. Tout de suite, c'était quelqu'un qui donnait, tant en termes d'inspiration, de connaissances, que de matériel ou de financier. Alain ne compte pas quand il faut donner. Ça, c'est vrai. Quand mon père était décédé, je me souviens, il était avec moi depuis l'annonce de la nouvelle
jusqu'au lendemain, très tard. Voilà. Je peux même mettre quelqu'un à Paris, et s'il y a quelqu'un qui peut s'élever un jour dire qu'Alain lui a manqué de respect. Je ne le vois pas. Il a marqué le bureau au Niger. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, et il y a encore des gens aujourd'hui à RTL Niger qui sont prêts à mourir pour Alain. Son comportement envers les autres, ses valeurs et ses principes en font un homme apprécié bien sûr, mais surtout un véritable leader capable de tirer toute une entreprise et ses hommes vers le succès et la réussite. Et d'abord, c'est un meneur d'hommes. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que la réussite des entreprises se fait à travers les hommes. Il a un style de leadership aussi qui est très particulier. Alain, c'est une main de fer dans un gant de velours. Les concurrences qu'il peut y avoir, il est toujours là pour les désamorcer, pour mettre les gens ensemble, pour pouvoir faire avancer la barre. Ça, c'était quelque chose qui m'impressionnait parce qu'il était dans un pays qui n'est pas facile. Le Niger, c'est pas facile. Et pourtant, il faisait l'unanimité autour de lui, auprès de ses employés, auprès de ses collaborateurs. Et ça, c'était quelque chose qui n'est pas habituel chez les leaders africains qui sont plus là pour diviser, pour mieux régner. Lui, j'avais l'impression que pour lui, c'était unir pour y aller ensemble. Sa renommée et ses succès, Alain les doit surtout, il le dit lui-même, à sa mère et à son père, ainsi qu'à l'éducation qu'ils lui ont donnée, à lui et à ses frères et sœurs. Il y avait une discipline de fer. Papa donnait des ordres et maman y veillait. Ça, c'était un acquis. Maman dissociée qu'elle était, elle n'a jamais travaillé pour s'occuper de nous exclusivement. Maman a eu 10 enfants, il y a 10 licenciés. Papa voulait qu'on soit excellent. Il militait pour l'excellence. Et donc, il ne permettait pas. Pour lui, il disait déjà qu'on ne peut pas avoir une moyenne de moins de 7 sur 10. Et notre maman, il fallait être modèle en tout. C'était quelqu'un qui ne manquait pas. Et maman et papa, ils allaient deux fois les deux aux réunions de parents. Donc ils étaient très regardants, c'est eux-mêmes qui nous amenaient à l'école, c'est eux-mêmes qui venaient nous prendre. C'était rare qu'on ait un chauffeur. Et puis ils nous ont élevés dans l'humilité. Pas de folie. Maman disait, ce n'est pas parce que vous avez trop que vous allez faire de folie. Il faut être sobre. C'est cette éducation qui va mener Alain à un parcours sans faute. Après ses études primaires et secondaires au collège Boboto, il obtient son diplôme d'ingénieur civil électricien ainsi qu'une maîtrise en télécommunication de la faculté polytechnique de l'université de Mons en Belgique. Il commence sa carrière professionnelle en 1998 à la BAT comme production manager. C'est à partir de 2000 chez Coca-Cola qu'il commence une carrière de commercial qui va l'emmener à travailler sur toute la République démocratique du Congo. Après Coca-Cola, Alain Kahacha passe par Vodacom, Celtel, Zain puis RTL et s'installera respectivement au Congo-Brazza, au Gabon, au Niger, où il a été directeur général pendant 4 ans avant de revenir au Congo fin 2014. Il est aujourd'hui directeur général de RTL RDC. Mais avant d'être un parcours, Alain est un homme qui laisse dans le cœur de ceux qui l'entourent une marque indélébile. Alain, dans le même temps, c'est une de ses qualités, quelqu'un de très mesuré, de très carré. Mais quand il y a de la musique, surtout de la musique congolaise, il est parti. C'est-à-dire, je l'ai vu exécuter quelques pas de danse où j'étais jaloux. Et d'un coup, quand Fali a commencé à chanter et à danser, j'ai vu Alain, je n'ai pas reconnu Alain, c'était un autre Alain. Et j'étais séduit par ça. Je peux vous dire qu'il continue d'être vraiment présent au Niger, présent dans mon cœur, présent dans le cœur du personnel, etc. Mais le plus important, je disais au personnel, c'est d'être passé et d'avoir laissé quelque chose, un bilan extraordinaire. Et le meilleur service qu'on puisse lui rendre tous, c'est de continuer à cultiver la culture de l'entreprise dans le sens des valeurs humaines et professionnelles qu'il a vraiment inculquées à cette entreprise. Alain Kahacha, on le voit, rayonne autour de lui. Sa réussite est donc complète, professionnelle et humaine. Il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Alors, bonsoir Monsieur Alain Kahacha et soyez encore le bienvenu sur ce plateau de Congo d'Excellence. Merci.
Bonsoir Monsieur Kacha, c'est un véritable plaisir de vous avoir enfin sur ce plateau. Et bien voilà, nous allons donc démarrer l'analyse de vos valeurs et de vos traits de caractère. Et bien sûr, nous allons après ça vous soumettre aux questions de ces jeunes intervenants avides de savoir, de sagesse. Avec plaisir. Alors, nous allons donc commencer avec le premier thème de notre émission et il s'agit du courage, si on devrait dire du caractère, Nathalie. Tout à fait. Ce qui est très clair chez vous, c'est que il est absolument capital d'avoir le courage d'assumer son point de vue. Vous nous l'avez bien démontré, son point de vue, ses positions et de les défendre jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Pour autant que vous ayez la conviction d'être juste et équitable. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette façon de voir les choses. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, très souvent, lorsqu'on est confronté dans la vie à des situations, on a tendance à changer de cap. Et parce qu'on a peur des conséquences et des impacts que cela peut avoir. Mais lorsqu'on est convaincu de ce qu'on fait, de la justesse de ce qu'on fait, et qu'on est capable de se tenir droit, quels que soient les vents et marées, et maintenir son cap, en général, on finit par arriver au résultat, parce que on y a cru très humblement. Quand il fallait ajuster, on a ajusté, mais on est resté sur le cap et on a voulu atteindre son objectif. Alors, je vois que vous n'avez pas encore fini, vous pouvez continuer. Allez-y, je vous en prie. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs ainsi qu'au public que cet épisode de votre vie, eh bien, c'est pour qu'ils prennent un peu la mesure de cette façon de réfléchir. Lorsque vous êtes en poste chez un des opérateurs ici de la place, Vodacom Congo, à l'est du pays, eh bien, vous étiez convaincu de l'importance d'apporter aux Congolais de l'Est l'accès à la communication. Et bien sûr, constatant que tout était prêt pour cela, vous allez, en dépit des autorités locales, lancer le réseau, ce qui va d'ailleurs vous valoir un bref séjour en prison. Il faut rappeler que les autorités donc locales, c'est le RCD. Le RCD à l'époque. On est en 2003. À ce moment-là, le pays est divisé. La situation est quand même assez complexe. La situation est tout à fait complexe. Donc, vous lancez le réseau malgré l'interdiction, mais au bonheur de la population. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela va vous valoir une arrestation. Mais n'aviez-vous pas conscience des risques vu le contexte? Non, j'avais conscience des risques. Et s'il fallait le refaire aujourd'hui, probablement que je l'aurais fait. Malgré le séjour au cachot, là. Oui, parce que je pense que c'est la chose juste à faire. Il n'était pas convenable de laisser toute une population continuer à utiliser le réseau rwandais, alors que dans notre pays, on était capable de leur offrir les mêmes services, sinon des meilleurs. Et quand je regarde mes exemples, mes modèles, quelqu'un comme Mandela a quand même fait 27 ans en prison sans qu'il ne change sa conviction par rapport à l'apartheid, et je pense qu'il avait raison de se maintenir dans cette vision. Eh bien, en tout cas, je pense qu'après ces explications, nul ne saurait douter de votre courage. Et une chose est certaine, c'est que sans courage, il n'y a pas de leadership. Et le leadership est aussi une des caractéristiques de notre invité. Je vous invite à le découvrir dans cet élément. Suivez. La notion de leadership est souvent évoquée dans la société congolaise, qui généralement la réduit à la capacité de diriger un parti politique. Et leader, un acteur politique dont le charisme aura gagné à sa cause un électorat séduit. Pourtant, la notion du leadership va bien plus loin que dans le simple jeu politique. Défini comme l'influence d'un individu dans un groupe, le leadership s'étend même dans le secteur des entreprises où il vient renforcer l'image du dirigeant. Alain Kacha a su comprendre ce qu'est le leadership et a pu l'appliquer de manière efficace à son action managériale. Alain est un entrepreneur. C'est un monsieur qui est très organisé. Et ma chance à moi, c'est que je suis tombé actuellement sur un DG qui est très dynamique, qui est très intégrant même de la plus petite partie. Il ne croit pas au leadership qui écrase. Il reconnaîtra cette phrase parce que c'est la sienne. Ce que j'ai pu dégager chez Alain Kacha, c'est déjà une approche envers ses agents. Okay? Il veut travailler en unité, il veut travailler en équipe. Il veut rassembler ses employés, les mettre à l'aise
par rapport à sa vision des choses. Est très sérieux dans le travail et très focus. Très déterminé, qui a une très grande vision pour la société et qui le fait avec les hommes et à travers les hommes. It's a good start. I haven't worked with him, but just one or two times that I've spoken to him, I can sense a positive leadership. So. Il n'a pas peur de prendre des décisions, donc très respectueux, écoute et surtout un décideur. Ça veut dire, je pense qu'avec un chef comme lui, on pourra facilement, avec notre travail, être tenu par la main et arriver vers un résultat meilleur. Selon Youssouf Wadi, chercheur à la Solvay Brussels School of Economics and Management et fondateur de l'initiative Learn to Lead, le leadership ne s'enseigne pas, mais il peut s'apprendre. Sa trempe de leader, Alain Kahacha l'a ainsi développé bien assez tôt dans sa jeunesse, en endossant des responsabilités qui ont pu tailler le leader en lui. Qu'il atteigne ce niveau ne m'étonne vraiment pas du tout parce que il a toujours organisé dans le quartier les orchestres. C'était toujours lui le président, quoique très jeune. Les équipes de football, c'était toujours à son initiative. Il dirigeait un peu. Et d'abord, c'est un meneur d'hommes. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que la réussite des entreprises se fait à travers les hommes. Mais qu'est-ce qu'un leader ? Un leader est avant tout un fédérateur qui communique efficacement avec les membres du groupe afin de les faire adhérer à un but commun tout en les motivant à atteindre les objectifs fixés. Il est ainsi animé par une vision qui a pour objet d'inspirer les membres de l'équipe et de donner du sens à son action. Un leader est ainsi une personne qui fait avancer l'équipe dans une dynamique qui implique à la fois une confiance mutuelle du groupe envers le leader et du leader envers le groupe, un respect réciproque ainsi qu'une écoute à toutes les échelles. Ce qui rassure le groupe en son avenir aussi longtemps qu'elle évolue dans le giron de son leader tout en renforçant la loyauté du groupe envers son dirigeant. Je pense qu'après ce reportage, Nathalie, nous sommes en mesure à présent de passer au jeu de questions-réponses. Tout à fait. Avec votre permission, Monsieur Kahacha, nous allons donc prendre la première question. Et nous commençons avec Benoît Kiba. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Alain. Bonsoir Benoît. Je suis Benoît Kiba, étudiante à l'Université catholique du Congo, en faculté d'économie et développement. Ma préoccupation est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'avec votre façon de voir les choses, trop souvent vous froissez, vous vexez les gens? Et cela n'est-il pas en contradiction avec notre tradition du respect des susceptibilités humaines? Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup Benoît. Je ne pense pas que dire la vérité est un péché, mais c'est comment on le dit qui importe. Je vais à ce que je ne froisse pas l'autre, même quand j'ai dit des vérités qui sont là et qui peuvent, entre guillemets, blesser. Je suis très transparent de nature et je crois que ça aide plus l'autre. Respecter l'autre, c'est aussi lui dire la vérité. Au lieu de se cacher et d'essayer de ménager le court terme, mais tôt ou tard, il connaîtra la vérité et je crois que c'est mieux. Et je recommande à tout le monde de faire cet effort. Sur le coup, ça peut faire mal, mais sur le long terme, on finit par vous remercier. Mais elle a quand même relevé une chose. On vit dans un monde de relativité. Oui. Et quand même, si peut-être je me fais l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce concept de ne pas froisser, de gérer les gens, quitte un petit mensonge. Et je sais pas, parce que ça marche, parce que c'est quand même assez répandu. Alors, les mensonges finissent par vous rattraper. Je me fais l'avocat du diable. Vous ne pouvez pas mentir tout le monde, tout le temps. À un moment donné, ça finit par vous rattraper. Le plus simple, la chose la plus simple et qui est facile à tenir sur le long terme, c'est de dire juste la vérité. C'est tellement simple. Et à long terme, les gens vous le reconnaissent
Et c'est peut-être ça qui vous permet d'avoir certaines portes ouvertes. Parce que bon, Nazan Anzela, on est encore dans son salon, mais on ne veut pas fâcher la personne. C'est tous les jours que ça se passe. Oui, et on manque de respect à cette personne parce que si tu me dis que je suis à Royal alors que je suis encore à Njili, ça veut dire que je vais attendre probablement 1 heure, alors que si tu m'avais dit la vérité, écoute, je suis empêché, je vais arriver dans 1 heure, je peux faire autre chose que t'attendre. Donc, je crois qu'il vaut mieux dire la vérité, même si elle peut passer des choses. C'est important. Je suis désolée, mais ça, c'est une leçon très importante que j'invite beaucoup de gens à adopter. Alors, on passe à la deuxième question. On prend celle de Isabelle Toumba. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir, je réponds au nom d'Isabelle Toumba, étudiante à l'IFACI. Ma question est la suivante. Vous associez courage avec droiture et intégrité. Mais l'homme cherche avant tout à survivre et à vivre. Et dans notre contexte, c'est plutôt les valeurs opposantes qui permettent de s'en sortir. Comment expliquez-vous cette contradiction? Comment vendre votre façon de voir aux ventres affamés? C'est une bonne question. Hein? Non, la question est très bonne et elle est pertinente parce que c'est le choix entre le court terme et le long terme. Si tu choisis de ne pas mourir de faim maintenant, seulement aujourd'hui, tu peux prendre ce raccourci-là en disant je ne vais pas être courageux, je vais me compromettre, je ne vais pas être intègre. Mais si tu veux, sur le long terme, imagine qu'à 20 ans, tu commences déjà à ne pas être intègre, à mentir. Mais tout le monde dans le quartier, tout le monde dans le pays saura que Isabelle, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Mais quand tu en auras besoin maintenant, quand tu cherches le travail, quand tu veux faire la promotion parce que tu es entrepreneur, les gens sauront qu'il ne faut pas faire confiance à Isabelle. Donc, si tu veux des fruits à long terme, il est bon de tenir et de ne pas céder à la tentation du court terme en étant malhonnête ou en essayant de ne pas être droit. Et je peux au moins en témoigner parce que quand je regarde ce qu'aura été ma vie, je pense que ça m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, le deuxième thème de cette émission est une valeur qui vous est fondamentale. Et sachant que vous êtes un chrétien pratiquant qui attache une grande place à la foi, et bien sûr, cette valeur, c'est la générosité, Nathalie. Effectivement, Christelle. Mais vous avez d'ailleurs une conception quand même, on va dire, précise et subtile de la générosité. Selon vous, il ne faut pas se laisser tromper par la fausse générosité. Une vraie générosité implique, une générosité sincère, implique quand même, d'une certaine façon, une part de sacrifice. C'est bien ça. Absolument. Alors, quand vous dites une part de sacrifice, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite par rapport à ça? Je pense que être généreux, c'est un don de soi. C'est un don de soi, pas nécessairement matériel ou financier, mais c'est un vrai don de soi. Et quand je compare quelqu'un qui a 10, il a besoin de 6, il lui reste 4, il donne 2 ou 3 aux autres. Il a donné, il est généreux. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui a 3, mais il voit en face de lui un enfant, un frère, un inconnu, qui a besoin de 4 plus que lui et il lui donne les 3. C'est-à-dire, il s'est sacrifié parce qu'il pense que sur le coup, c'est l'autre qui en a plus besoin que lui. Je suis plus flatté par cette marque-là de générosité sans dénigrer l'autre, mais je pense que celui qui a donné en sacrifiant son propre bien-être a peut-être mieux donné que l'autre qui a donné le surplus de ce qui lui restait. Alors, il existe en tout cas de nombreux témoignages de votre générosité, Monsieur Kacha, et ils sont souvent très touchants, émouvants, je dirais. Alors, découvrez-en quelques-uns dans ce reportage. C'est parti. La générosité pour Alain Kacha, c'est une chose primordiale, voire vitale. D'ailleurs, on compte parmi ces modèles des personnes qui ont su faire preuve d'une générosité extrême, comme Nelson Mandela ou encore Mo Ibrahim, fondateur de Celtel et instituteur du prix qui porte son nom. Mais selon Alain, être généreux, ce n'est pas donner ce que l'on a en abondance, mais plutôt ce qui demande un effort, ce qui demande un don de soi. Une anecdote, nous avons perdu un collègue qui lui était cher, il a travaillé beaucoup avec ce collègue. Donc on a décidé qu'on va aller cotiser
Et l'idée venait d'Alain de cotiser pour lui terminer sa maison et la remettre à sa famille, à sa veuve et à ses enfants. Les gens ont été très très généreux, les directeurs ont été très très généreux, mais au bout du compte, on a collecté la moitié du montant pour la construction de la maison. Croyez-moi, Alain a versé l'autre moitié. Personne n'a jamais vu ça. Et moi, je n'ai jamais vu ça dans ma longue expérience, quelqu'un d'aussi généreux. C'est toujours comme ça, de petits gestes, tu sens que non, en fait, la dame qui était là, tu as pris son numéro. Il faut que tu prennes son numéro. Tiens, je te donne son numéro. Tu vois qu'il cherche à ouvrir tes relations, tu vois. Et ça, c'est marquant. La pratique de la générosité, Alain l'a apprise dès le jeune âge, en famille. Reconnaissance pour les collèges, les CACH ont mis en place une bourse que nous appelons bourse Papa Nicolas. Papa Nicolas, c'est le nom de leur papa. Et à la fin de chaque année, ils viennent primer les élèves meilleurs de tous les niveaux. Ils prennent en charge tous les frais de l'année scolaire en cours pour celui-là. Donc, ils payent tous les frais. Donc, ça fait 12 personnes que les CACH, la famille CACH, prend en charge ici au collège. Et cela fera bientôt, je crois, plus de 4 ou 5 années qu'ils ont institué cette bourse. Et tous nous sommes très contents. Eh bien voilà, je pense que nous avons tous été édifiés par ces exemples et surtout j'espère que ces exemples sauront inspirer la plupart de nos compatriotes. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup, mais ce que vous avez, le peu que vous avez, vous pouvez le partager avec ceux qui en ont peut-être plus besoin que vous. Alors nous allons à présent entendre ce que veulent savoir nos intervenants et je rappelle ici qu'ils sont donc la voix de la jeunesse, la voix du futur, de notre futur et surtout celui de tous nos chers compatriotes. Tout à fait Christelle, eh bien nous allons donc démarrer la série de questions. Alors nous démarrons tout de suite cette série de questions en passant la parole à notre premier intervenant de cette série, il s'agit de Pila. Bonsoir. Merci pour la parole. Bonsoir, monsieur Alain Kacha. Bonsoir, Pila. En fait, ma question va commencer par un constat. J'ai lu dans votre présentation que vous avez tendance à lier la générosité, avec l'empathie. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, comment vous pouvez définir l'empathie et aussi pourquoi vous attachez un si grand intérêt à ça et dernièrement, comment nous devons faire, nous, Quinois, pour développer ça. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, Pila. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas du plaisir à recevoir quelque chose qu'on lui offre. Et ça veut dire que si tu as de l'empathie, puisque tu sais le plaisir que tu as à recevoir, tu devrais te mettre à la place des autres pour leur donner davantage. Et la générosité devient entre guillemets naturelle. Donc je pense que si chacun de nous, même dans notre environnement, faisait l'effort de se mettre à la place de l'autre, de comprendre le besoin de l'autre, encore une fois, pas nécessairement matériel. Vous êtes étudiant par exemple, vous comprenez très bien une matière, mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre un peu de votre temps pour l'expliquer aux autres collègues? C'est aussi de la générosité parce que vous donnez votre temps, vous donnez votre connaissance, vous auriez pu être en train d'étudier d'autres matières, mais vous dites, pour le bien du plus grand nombre, je m'arrête, je prends 1 heure, je leur explique la matière et on va de l'avant. Tout comme aussi, c'est peut-être, on va dire, prendre un risque, parce que si lui a des meilleurs points, il n'y a qu'une seule bourse, mais bon, finalement, peu importe. C'est pas... Peu importe, et il y a quelque chose qui décourage souvent dans la générosité, c'est que on est entouré d'ingrats. Je veux dire, l'ingratitude, c'est ça qui est normal. Mais il ne faut pas être arrêté dans son élan de générosité parce que on a rencontré 100 ingrats, 1000 ingrats. Ça, il faut laisser à Dieu. Dieu sait comment il rétribue tous ceux qui ont été ingrats avec vous. Tout à fait. Eh bien, nous allons, je pense, alors à présent prendre la question de Alicia Kabouikou. Bonsoir Alicia, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie, je vais bien, merci. Bonsoir Monsieur Alain. Bonsoir Alicia. Je réponds au nom de Alicia Kabouikou, licenciée en communication des organisations à l'IFASIC. Ma question est la suivante. Pensez-vous que la générosité est une qualité innée
ou c'est une qualité acquise par l'éducation, par exemple. Et tout à l'heure, là, je vous ai entendu dire que la générosité est une qualité, c'est un don de soi. Mais est-ce si simple d'être généreux pendant qu'on a à peine le minimum de survenir aux besoins de sa famille? Merci. Merci beaucoup pour la question, Alicia. Qui est le cas de la majorité des gens, je veux dire, au Congo, c'est pas facile. Oui, je ne pense pas que ce soit inné, mais la générosité, c'est ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté au fil du temps. Regardez 2 enfants de 2 ans qui ont chacun leur pain ou chacun leur sac. Le premier réflexe, c'est tout est à moi. Et même prendre ce qui est chez l'autre. Et je crois que c'est les parents, au bas âge, à l'école, à l'église. C'est là-bas que progressivement, on inculque cette valeur. Et ceux qui l'assimilent le mieux, je crois, au fil du temps, vont encore plus loin. Maintenant, est-ce que c'est si facile? Non, ce n'est pas facile, mais on a parlé d'empathie tout à l'heure. Est-ce que tu serais contente de savoir que l'autre n'avait que un et il te l'a donné, il s'est sacrifié pour toi? Si tu vas être contente, mais pourquoi toi tu ne peux pas le faire à ton tour? C'est la question qu'il faut se poser. Eh bien voilà, nous allons à présent aborder le 3e thème de cette émission. C'est un thème un peu plus technique. Je le rappelle quand même, notre invité est polytechnicien, donc c'est normal qu'on complique un petit peu les choses, mais pas tant que ça, Christelle. Alors effectivement, Nathalie, notre invité de ce jour, il a la bosse des mathématiques et il aime les choses plutôt carrées. Et il n'est pas étonnant qu'une de ses valeurs à côté du travail soit justement la planification. Eh bien, pour mieux comprendre son point de vue, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre cet élément. Si la carrière et le succès d'Alain Kahacha se sont construits sur des valeurs et du travail, beaucoup de travail, ils se sont aussi développés grâce à son incroyable sens de la planification. Une de ses maximes favorites est « Failing to plan is planning to fail », c'est-à-dire échouer dans sa planification, c'est planifier son échec. Il considère effectivement que pour espérer réussir, il ne faut pas s'exposer aux aléas. Si les imprévus ne manquent pas, on y fait toujours mieux face lorsqu'on est organisé. Pour lui, la planification implique de planifier tant sa journée, sa semaine, son année ainsi que sa vie. Il faut d'abord oser rêver son futur et ensuite se donner les moyens d'y arriver. En tant que chrétien, Alain Kahacha aime dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il considère ainsi qu'il nous appartient de nous organiser et de travailler intelligemment pour que Dieu puisse nous donner son appui. Sa technique est simple mais efficace. 1. Faire un état des lieux. Où en sommes-nous? 2. Définir ses objectifs. Où veut-on aller? 3. Identifier le parcours à suivre ainsi que les moyens nécessaires et disponibles. 4. Faire son plan d'action et agir. 5. Évaluer son action, planifier les ajustements et continuer ainsi de suite. Forte de cette analyse, l'équipe de Congo d'Excellence vous propose aujourd'hui un petit kit du parfait planificateur. Il se compose d'une montre, d'un calendrier, d'un agenda ainsi que d'un bloc-notes. Comme le dit Alain Kahacha, la planification implique une dynamique permanente de remise en question des objectifs que l'on s'est fixés ainsi que des moyens que l'on s'est donnés pour y arriver. Il n'est pas encore tard pour mettre de l'ordre dans votre vie et de vous améliorer. Bonne chance à tous. Vous suivez Congo d'Excellence. À l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Eh bien voilà, Christelle, nous allons donc passer la parole en premier lieu à Monsieur Mike Kouloumouani. Bonsoir, Monsieur Alain Kahacha. Bonsoir, Mike. C'est Michael Kaloumouani Kantola, étudiant en 4e année de droit à l'Université de Kinshasa. Monsieur Alain, ce soir, nous constaterons ensemble avec vous sur ce plateau de Congo d'Excellence l'état actuel de notre pays. Nous sommes sans ignorer ensemble avec vous que depuis un certain temps, la RD Congo, notre chère patrie, baigne dans un environnement chaotique. Nous serons tentés de dire que nous sommes même l'incarnation du chaos. Et en RD Congo, tous les indices
qui peuvent faire en sorte qu'un État s'épanouisse ne sont pas réunis. Nous voyons le taux de natalité est très bas, le taux de mortalité est trop bas, l'espérance de vie est trop basse et le PIB aussi est à un pourcentage très réduit. Et comment espérerions-nous ou bien parlerions-nous de la planification en RD Congo? Et si cela serait possible, comment arriverions-nous à cette planification effective? Merci. Merci beaucoup, Mike. C'est Mike ou Michael? Michael, ok. Non, merci beaucoup pour la question, Mike. Je crois que tu as défini un spectre tellement sombre que je t'invite à un peu plus d'optimisme quand même. Et c'est possible. Et c'est possible, entre autres, grâce à la planification. Une chose est de dire que nous voulons un Congo émergent en 2030, mais on doit se mettre en marche pour planifier comment on y arrive et comment on change ce tableau, que dans 5 ans, dans 10 ans, tu reviennes sur un plateau et que tu dises le tableau du Congo, il y a 15 ans, je le présentais ainsi, et aujourd'hui, on est arrivé là grâce à la planification. Et souvent, on s'arrête juste à l'état des lieux. On a constaté, mais une fois qu'on a constaté, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on connaît notre objectif, on veut que on ait un PIB de tel niveau, on veut avoir un taux de mortalité qui est le plus bas, mais il faut qu'on se mette en marche avec des actions et avec un niveau d'exécution. La discipline dans l'exécution fait toute la différence. Aujourd'hui, il faut agir pour que c'est vraiment moi ma devise dans la vie. Aujourd'hui mieux qu'hier, mais moins bien que demain. J'adore ça. Super. Alors on va passer à la deuxième question. Il s'agit de celle de Issa Maleki. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Alain Kahacha. Bonjour, bonsoir Issa. Merci. Le portrait qu'on a fait de votre personne ferait rêver n'importe qui et nous ferait même penser que vous êtes ce qu'on peut appeler un homme parfait. Heureusement, vous êtes humain, donc vous ne l'êtes certainement pas. J'ai atterri. Monsieur Kahacha, toujours dans la même veine que mon prédécesseur, chaque culture a un certain niveau d'organisation. On prend pour le cas de l'Europe, les Suisses et les Allemands passent pour les plus organisés et les plus structurés de l'Europe tout entière. Quelle conclusion tirez-vous de cette différence? Et dans le contexte qui est le nôtre, comment on peut en tirer profit? Surtout dans le contexte de la mondialisation qui caractérise également notre époque. Je préférais vous écouter avant de poser ma deuxième question. Je ne suis pas d'accord avec vous que c'est géographique, la capacité de mieux planifier ou pas. Ce n'est pas une fatalité. La preuve aujourd'hui, c'est que il y a peut-être 15 ans, 20 ans ou 30 ans, on pensait qu'on ne pouvait pas avoir des dirigeants d'entreprise dans nos pays qui ne soient pas blancs, mais de plus en plus on constate que on a des, j'en suis un exemple et j'en vois tout plein. Ça ne doit pas être une excuse. Je crois que ça c'est l'excuse parce que la planification, la discipline dans l'exécution, c'est aussi des sacrifices. C'est pas facile d'être ponctuel, c'est pas facile de rendre les rapports à temps, c'est pas facile d'avoir un mur droit parce qu'on a pris tous les instruments. Et donc la facilité, c'est de dire non, ça c'est une affaire des blancs. Waneza Mindele, non. Je crois que la perfection n'est pas donnée à une seule culture. Nous tous nous y aspirons, nous aimons quand c'est bien fait, mais mettons-nous au travail et c'est possible. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes déjà au 4e thème de cette émission. Il s'agit du dernier que nous abordons aujourd'hui. Alors, notre tête est non pas de plus en plus pleine, mais de mieux en mieux faite. Et nous allons donc aborder le 4e thème, c'est celui du respect. Le respect des autres, le respect mutuel. Et bien sûr, c'est pour vous d'ailleurs une valeur centrale, sinon la première des valeurs, car elle implique de nombreux corollaires, Nathalie. Effectivement, selon vous, si je te respecte, je dois te dire la vérité. Si je te respecte, je ne peux pas venir en retard à un rendez-vous sans m'en excuser. Si je te respecte, je dois être juste et équitable envers toi. Etc., etc. Avec le respect, tout y est en vérité.
Effectivement, alors moi je voudrais quand même vous poser une question, peut-être un petit peu cliché, mais bon, moi j'ai quand même pu le vérifier. On dit souvent que les gens de l'Est sont des gens très respectueux. Alors, est-ce que selon vous, c'est vrai ou pas? Vos parents sont de Bukavu. Est-ce que justement cette importance que vous donnez au respect, vous la tenez de là? Et comment, si c'est le cas, le généraliser à toute la nation? Merci beaucoup pour la question. Oui, non, je la tiens de mes parents certainement, mais je ne pense pas que c'est lié à l'Est ou à l'Ouest. Autant on peut trouver des personnes irrespectueuses à l'Est, à l'Ouest et partout. Donc vous dites que c'est faux, c'est un mythe. C'est un mythe. Vous avez été partout dans le pays. C'est un mythe. Vous ne trouvez pas que les gens sont... Non, pas particulièrement. Okay. Comme je dis, on en trouve d'aussi respectueux à l'Est qu'à l'Ouest et d'aussi respectueux, absolument. Pas seulement au Congo, mais un peu partout où j'ai circulé, on en trouve un peu partout. Merci. Nous passons à présent la parole à nos intervenants pour la série de questions. Et bien voilà, nous allons donc entamer la 4e série de questions, la dernière, et nous avons pour la 2e fois Issa Maleki Mokuba pour sa 2e question. Rebonsoir. Rebonsoir Nathalie, merci encore. Rebonsoir Monsieur Alain Kacha. Une fois de plus, je veux vous demander de revenir à Kinshasa. Et vous savez autant que moi qu'à Kinshasa, il est monnaie courante de recourir à certains mensonges pour justifier certains actes en apparence irrespectueux, si j'en tiens à votre conception des choses. Et par là même, je viens pour vous dire que cette conception des choses, vous ne la trouvez pas assez subjective. Parce que le vécu quotidien du Kinois ne justifie pas cette façon de faire les choses qui est totalement inhérente à votre personne. Comment expliquez-vous une telle chose ici à Kinshasa et vous pensez qu'en étant comme vous l'êtes, ici à Kinshasa, on pourrait vous suivre? Merci beaucoup, Issa. Je crois que... C'est un vrai retour à Kinshasa. Oui, on est je déconseille à tout le monde, à la jeunesse, d'être défaitiste à ce point. Parce que les antivaleurs ne doivent pas devenir des valeurs parce qu'on est à Kinshasa. En Europe, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui sont en retard. Ça existe, mais ça ne leur empêche pas d'avancer. À Kinshasa, comment on peut faire pour que, justement, on ait un plus grand nombre qui est respectueux, qui est ponctuel, qui travaille dur, qui draine ses valeurs plutôt que ses antivaleurs. C'est cette transformation qu'il faut qu'on arrive tous ensemble à faire pour que notre pays aille de l'avant. Et je ne pense pas que ce soit un rêve, non. À Kinshasa, c'est possible. Il faut qu'on y travaille tous ensemble. Donc vous ne vous sentez pas seul dans votre vision des choses? Non, pas du tout. Et je rencontre de plus en plus de personnes. Et à l'époque, j'en ai rencontré quand je n'étais pas... avant de partir en expatriation. C'est faux. C'est faux que ces personnes-là qui sont en train de faire la promotion des antivaleurs fassent croire à tout le monde qu'on ne peut pas faire différemment. Ce n'est que ça la solution. Je ne crois pas. Bon, moi, je me fais l'avocat du diable. Si les gens sont honnêtes dans cette pièce, je suis en route alors que je suis encore chez moi. Qui n'a jamais fait ça? Lève la main. Ou qui ne le fait pas d'habitude? Lève la main. Moi, je ne le fais pas. Levez la main, levez la main, levez la main. Mais Nathalie, en réalité, c'est possible d'être en retard. Mais la seule chose, si vous avez rendez-vous à 10h et que vous savez déjà à 9h45 ou à 9h30 que vous serez en retard, n'attendez pas 10h30 quand l'autre vous appelle pour vous dire que... Appelez-le avant. C'est le minimum de respect. Christelle ne sont pas visées quand même. Oh, ça va. Alors, on va prendre la 2e question, c'est celle d'Alicia. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir, Alicia. Je reviens encore vers vous avec une nouvelle question qui est de savoir quel rapport voyez-vous entre respect et réussite, tout en sachant que la réussite implique marcher sur les autres, les écraser pour avoir sa place. Merci. Merci beaucoup, Alicia. Je ne crois pas que réussite va avec marcher sur les autres. J'ai eu un patron
chez Coca-Cola qui avait l'habitude de dire dans la vie, il ne faut jamais monter seul. Il faut toujours monter avec les autres. Et l'exemple qu'il donnait, c'est que il dit, Alain, si tu montes avec les autres, le jour de ta chute, ils seront là pour amortir ta chute. Mais si tu les as laissés trop bas, ben, tu vas te casser la gueule sérieusement. Et il dit, n'hésite jamais à avoir quelqu'un qui était en dessous de toi, qui va au-dessus. Parce que le jour de ta chute, c'est lui qui te tiendra par la chemise. Et je crois que c'est une fausse conception de penser que on doit être la seule bougie qui brille. Si on est la seule bougie qui brille, ben, la salle ne sera pas... Tu ne verras même pas assez. Mais si nous tous, nous sommes des bougies qui brillons, je crois qu'on va donner plus de lumière et on va changer ce pays. Je me suis fait l'avocat du diable beaucoup parce qu'il y a des réalités et on est là d'ailleurs parce qu'on veut faire évoluer les choses. Il y a des antivaleurs et franchement ce soir il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas une fatalité la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons des exemples vivants qui sont là pour nous tirer en avant et j'invite vraiment les téléspectateurs à prendre très au sérieux tout ce qui est dit et à embrayer le pas comme monsieur l'a dit pour changer ce pays et vivre dans la prospérité et la paix. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission et bien pour terminer, nous allons échanger avec vous sur un thème qui vous tient à cœur. C'est la formation continue. On a eu l'occasion de le découvrir en échangeant avec vous. Et à ce sujet, Christelle, il y avait un auteur, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, Monsieur Kacha, parlez-nous un peu plus de Stéphane Covey, parce que, à ce que je sache, vous avez eu la chance de le rencontrer. Comment a-t-il impacté sur votre mental ? Merci Christelle. J'ai commencé par lire un des bouquins très populaires que je recommande à tout le monde, à la jeunesse et à tout le monde, de Stephen Covey, les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'était un cadeau de mon épouse et j'ai dévoré ce livre et j'y ai découvert un certain nombre de valeurs et de principes qui m'ont conforté dans ma manière d'agir. Et pendant que j'étais au Congo-Brazza, il y a eu l'opportunité d'aller à Bahreïn pour une formation qui était animée par Stephen Covey lui-même, où il parlait de la 8e habitude. Et la 8e habitude pour lui, donc, il a écrit les 7 habitudes, les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et la 8e habitude, il dit from effectiveness to greatness. Ça veut dire de la réussite à la grandeur. C'est une étape au-dessus. Et donc, pendant cette formation, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de persévérer dans la voie qui était la mienne à ce moment-là. Je suis en train de parler d'il y a à peu près 9 ans et je vois où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Alors justement, pour parler de formation continue, expliquez un petit peu aux jeunes, parce qu'il y en a qui sont diplômés ici, sûrement qui pensent avoir un travail, et pour eux, ils ont assez étudié. De partager un peu ce point de vue avec nous. J'aime souvent dire le diplôme. Le diplôme est une présomption de connaissance. Moi, j'ai fait la Polytechnique, mais des 17 ans de carrière, je ne sais pas quand est-ce que j'ai encore fait une intégrale. C'était nécessaire pour avoir le diplôme, mais après, c'est la vie en pratique. J'ai été ingénieur civil en formation, mais dans mon parcours, j'ai été directeur de vente avant de devenir directeur général. Je crois que c'est cette culture-là d'apprendre. Les occasions d'apprendre, c'est pas seulement être dans une salle et on est en train de projeter. Apprenez chaque jour dans la vie, de votre voisin, de vos lectures, des échanges. Faites de chaque moment de la vie un moment d'apprentissage. Ça, votre culture générale va grandir. Vous-même, vous serez encore plus polyvalent et ça vous permettra de mieux vous vendre un peu partout. Et je crois que lorsqu'on a un diplôme d'université,
finalement, on peut faire pas mal de choses. Je ne pense pas qu'il y ait toujours... Il n'y a pas une école pour être directeur général, ça n'existe pas. Enfin, quelle est la formation que tu suis pour être directeur général? Ou pour être ministre? Ou pour être président? Ça n'existe pas. C'est le cumul des expériences, c'est qu'on apprend. Et on peut apprendre de partout et de tout le monde, même des plus petits que soi. Puisque vous êtes passionné d'apprentissage et que vous avez exprimé la volonté de continuer d'apprendre, on a un petit cadeau pour vous. C'est un mélange de science, de philosophie, beaucoup d'humanisme. Voilà, en espérant que ça puisse encore vous apporter des idées nouvelles. Voici 2 livres d'un professeur qui était neurobiologiste à la base, mais un grand humaniste, un grand philosophe. Et j'espère que ce voyage vous plaira. Merci beaucoup d'enrichir ma bibliothèque. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Et bien voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Ce fut vraiment un plaisir de vous entendre, Monsieur Alain Kahacha. Et votre humanité reste pour moi le plus impressionnant dans votre parcours, au-delà de vos titres académiques et de vos prouesses professionnelles qui sont tout aussi intéressantes. Tout à fait, nous vous remercions vraiment sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir justement partagé avec le plus grand nombre quelques-uns des secrets et des clés de votre réussite et de vos succès. Ce fut un vrai plaisir et nous vous remercions donc d'avoir contribué à notre humble tentative d'essayer d'élever tant que possible notre jeunesse. Et surtout, je voudrais savoir si, avant de clôturer, vous avez encore un dernier mot à adresser à la jeunesse. Oui, un dernier mot. Je crois que c'est possible qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier et moins bien que demain. Et cela passe par le travail, par la considération, par le respect mutuel, par beaucoup de générosité, par beaucoup de discipline de soi et finalement, tous ensemble, on est capable d'y arriver. Et donc, il faut croire en ça, il faut être optimiste. Et quand je prends Churchill dit « Les pessimistes voient une difficulté dans toutes les opportunités. » Et les optimistes, eux, ils voient une opportunité dans toutes les difficultés. Je vous conseille vivement de vous éloigner de tous les pessimistes autour de vous. Les pessimistes autour de vous, c'est ceux qui vous disent « Cette matière, vous ne réussirez jamais. Ce prof, mettez-les loin de vous, ils sont pires qu'Ebola. » Entourez-vous au maximum de ceux qui sont optimistes, de ceux qui veulent qu'on aille de l'avant et ceux qui exploitent tous ceux qui se présentent à eux pour en faire quelque chose de positif. N'importe quel malheur, n'importe quelle difficulté peut devenir une réelle opportunité. Je crois qu'on y arrivera tôt ou tard. Merci.